Bonsoir. Vivre avec un adolescent, c'est pas tous les jours facile. Vous êtes nombreux, si vous avez des ados, à vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour que ma relation avec mon enfant change aussi radicalement et en si peu de temps. Les sujets de discorde sont nombreux, chambre en désordre, négociation des horaires de sortie, temps passé sur les écrans, tout ceci avec des sensibilités à fleur de peau. Ce soir, nous tenterons de comprendre quelle est la meilleure posture à adopter face à son adolescent. Nous verrons notamment si c'est aux parents ou à l'ado de s'adapter à l'autre. Nous avons rencontré plusieurs familles en pleine remise en question, parfois dans des situations délicates. Vous l'aurez compris, une fois de plus, les relations humaines sont au cœur de nos préoccupations. Bienvenue dans la tête d'un parent d'ado. Je fais chaque année un calendrier pour les enfants, Alice, ma fille aînée, et Thilo. Je remonte une année en arrière, petit à petit, mois par mois, et je tombe sur une photo de Thilo une année avant. J'ai l'impression de tomber sur une photo de Thilo bébé, parce que celui que j'ai sous les yeux, c'est plus le même. Les joues se sont creusées, le visage s'est aminci, c'est un visage plus défini qu'avant. Il a perdu ce côté poupon, quoi. Et puis là, je me dis, ok, il va falloir le regarder autrement. Ça m'a beaucoup émue, j'ai pleuré beaucoup. Là, ça me fait pleurer aussi. Et je trouve que c'est bien, c'est les deux. Ça fait les deux en même temps. Et voici son fils, Thilo, 15 ans, qui s'est métamorphosé en quelques mois et qui se passionne pour ses coupes de cheveux. Étonnant, les cheveux ? Non, un grand classique chez les ados. C'est la seule partie du corps qu'ils maîtrisent dans le grand chamboulement de la puberté. Un jour, on était à Vidi, puis on a dit venez, on se colore les cheveux, puis on est remonté, puis on a fait ça ici, sur un coup de tête comme ça. Maman, c'est bon comme ça? Tu veux qu'elle soit quoi, centrée? Ouais. Ouais, mets-toi de profil encore. Encore de dos? C'est bon. C'est bon, vas-y. Muriel, on est où ici? Chez Thilo. La casquette? Ouais, il en a deux, ça c'est celle qui laisse traîner. Donc c'est sa chambre. Comment vous la C'est sa voyez? chambre, c'est lui, c'est son espace, on souk comme d'habitude pour moi. C'est vraiment habituel, c'est vraiment chez lui. Et il n'est pas du genre à ranger, c'est ça? Ranger, non. Seulement si vraiment c'est absolument obligatoire et que je lui impose ça de force, vraiment. Et oui, c'est ça de vivre avec un ado. Ça s'éparpille et ça agace. J'ai besoin d'espace et de vide, donc je ramasse, j'ai l'impression de tout le temps ramasser les choses. Pas physiquement, mais lui dire de ramasser, de faire diminuer cet espace. Et quand vous vous énervez, Muriel, ça donne quoi? Vraiment? je dis, putain Thilo, le linge, il est pas à sa place. Voilà, comme ça. Ça, c'est pas obligatoire de le garder, hein. C'est comme ça. On perçoit l'adolescence à travers le mouvement de la chambre. Vous avez évidemment au départ ce repli sur soi, qui est très important, avec une chambre qui va être un peu un dépotoir, si on pourrait dire, ce qui signifie qu'il va falloir frapper pour entrer chez l'adolescent. C'est un peu la mise en place de son intimité. Puis, progressivement, il va coloniser l'appartement. Et puis, il va se socialiser, donc entrer dans le salon. Et là, il va y avoir des conflits forts. Et puis, on va essayer, nous, parents, de les repousser dans leur chambre. Une fois qu'on les a mis dans leur chambre, ils peuvent s'en aller et trouver leur propre vie. Les adolescents veulent toujours plus de liberté. Ils le font savoir et l'expriment parfois sans détour. Une attitude qui peut désarçonner les parents. Il a du répondant, il ferme. C'est sec. Ça peut être insupportable à entendre, vraiment. Je reprends chaque fois en disant je suis pas d'accord, etc. Mais ouais, non. Et ça, c'est barbant pour une maman. Ça, c'est juste pas du tout intéressant. Ouais. Pas du tout. Ciao. Ciao. Et on se fait à 8h30, hein. Ok. Ciao. Si vous aussi vous êtes l'heureux parent d'un ado et que vous constatez quelques comportements bizarres, accrochez-vous. Selon certains scientifiques, l'adolescence peut se prolonger jusqu'à 25 ans.
Il n'y a pas que les comportements ou l'humeur qui changent pendant l'adolescence. Voici un résumé des chamboulements physiques qu'on peut observer. Aïe! Entre l'enfance et l'adolescence, il y a la puberté, avec son lot de changements. Et le premier, qui n'est pas des moindres, c'est le pic de croissance. Alors que jusqu'à 6 ans, les filles et les garçons ont des tailles et des poids identiques, à partir de 10 ans chez les filles et 12 ans chez les garçons, c'est l'explosion. Tous deux vont grandir de 25 cm en quelques années, mais pas de la même façon. À 10 ans, les jambes de la fille poussent. Puis, à 14, c'est la colonne vertébrale qui grandit. Enfin, jusqu'à 18 ans, c'est le pelvis qui s'élargit. Chez le garçon, ce sont ses mains et ses pieds qui grandissent en premier, puis les jambes, le dos et enfin le nez et les oreilles se développent. L'ado est maladroit, mou et désordonné. Les muscles aussi ont un temps de retard. L'adolescent manque alors de tonus et s'affale. Asseyez-vous correctement, vous êtes tout affalé. Je suis pas affalé, madame. Je suis dans la position optimale pour soulager ma tension musculaire. Carnet de liaison, 8 heures de colle. Mais ce n'est pas tout. Le cerveau de l'adolescent est aussi en pleine croissance. Et la zone qui change le plus radicalement s'appelle le cortex préfrontal. C'est lui qui s'active quand il s'agit de comprendre les autres, d'avoir de l'empathie ou d'interagir en société. Selon une expérience anglaise, c'est seulement vers l'âge de 18 ans qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre. C'est Sarah Jane Blakemore qui l'affirme. Elle est spécialiste en neurosciences et a étudié beaucoup de cerveaux d'adolescents. Nous avons reproduit pour vous son expérience avec 6 adolescents romans. Ils sont accompagnés de l'un de leurs parents et ils ont entre 13 et 17 ans. Seront-ils capables de se mettre à la place de leurs parents? Regardez. Voici une étagère dont certaines cases sont obstruées. Côté pile, on voit tous les objets. Et côté face, certains objets sont dissimulés par les fonds de l'étagère. Première étape, nous proposons aux parents de faire l'exercice. Vous, je vous propose de demander à la personne en face de vous de déplacer un objet sur cette étagère. Quant à vous, je vais vous demander d'exécuter la demande tout en gardant en tête que la personne en face de vous a une autre vision des choses que vous. Pourriez-vous descendre la voiture d'en haut d'une case? Stop! Concentrez-vous bien. Si on se place d'un côté de l'étagère, on voit 3 voitures. Une jaune, tout en haut dans une case obstruée, une bleue, dans une case visible des 2 participants, et une grise, tout en bas. De l'autre côté, la voiture jaune est invisible. Attention, pour réussir l'exercice, il faut tenir compte de ce que voit notre complice, qui pose la question. Pourriez-vous descendre la voiture d'en haut d'une case? Cette maman réussit parfaitement l'exercice comme la majorité des adultes. Elle descend la voiture bleue visible des 2 côtés et arrive donc à se mettre à la place de notre complice. Qu'en est-il des adolescents? Sont-ils capables de se mettre à la place de l'adulte posté de l'autre côté de l'étagère? Pourrais-tu descendre la voiture d'en haut d'une case? Mais non, cette voiture, ta maman ne la voit pas. Aïe, encore raté. Et pourtant, c'est normal. Un ado a tout simplement du mal à se mettre à la place d'autrui. Constat qui s'applique pour cette expérience avec des conséquences un peu plus agaçantes au quotidien. Impossible pour une ado de se mettre à ma place. Le rangement, elle ne verra pas. Les choses à faire, elle ne verra pas. Il y a plein de choses qu'elle ne voit pas de son côté que moi je vois du mien. Donc vous n'êtes pas vraiment étonné du résultat? Non, pas du tout étonnée. Et j'ai hâte que ça change. J'ai l'impression qu'il n'a pas cette vue, je dirais, d'ensemble, globalité, d'avoir un panel à 360 degrés. Ça reste vraiment en face, ce que j'ai en face de moi. Ils n'ont pas encore passé l'âge adulte, donc on ne peut pas leur demander de se mettre à la place de ma femme ou à ma place, parce que c'est encore des enfants. Donc c'est un peu compréhensible. Et mettre la table, par exemple? C'est un sujet
Vous avez mis le doigt dessus. Et ouais, bah on le demande. Après, ça rentre là et ça sort là, quoi. On a toujours l'impression que l'adolescent est complètement égocentré, qu'il fait tout pour lui, et qu'il ne tient pas compte des autres. Alors, c'est assez vrai, mais ça n'est pas pour autant qu'il est insensible, qu'il fait ça contre vous. Et justement, c'est ça le danger, c'est de nous perdre confiance en nous-mêmes, parce qu'on a l'impression qu'on est mis de côté par l'adolescent, alors que c'est un mouvement cérébral, que c'est un passage, et qu'il est important de montrer qu'on est toujours là. Il ne nous voit pas, mais on reste à côté, parce qu'à un moment donné, il nous verra. Ce test m'a fait comprendre très rapidement quelque chose. C'est impressionnant. Je pense que je vais réagir différemment avec lui maintenant. Enfin, je vais essayer. Si je peux, si j'arrive. Elle me fait penser à moi quand j'avais son âge. Dire que quand j'avais besoin de quelque chose, j'étais tout gentil, je mettais la table, je débarrassais de la vaisselle, etc. etc. Et puis quand j'avais rien à demander, bah, enfin voilà, quoi, je faisais mon ado. Normalement, ça change à partir de 17-18 ans. Ouais, plus tôt, ça sera le mieux. Résultat des courses, un seul ado sur 6 a réussi l'expérience. Bravo Diego, tu es l'exception qui confirme la règle. Et pour les autres, patience, vous finirez tous par y arriver. Joëlle Darwish, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de psychologie à l'Université de Lausanne et vous êtes également responsable du FADO, le Centre de recherche sur la famille et le développement. Alors, on vient de voir que c'est compliqué pour un ado de se mettre à la place des autres. On va dire que leur cerveau n'est pas complètement terminé. Mais ça va être compliqué aussi pour le parent qui doit vivre au quotidien avec cet ado. Oui, c'est vrai que pour le parent, c'est pas tout simple parce qu'il a en face de lui un être en constante transformation. Un peu comme un tableau mouvant. L'ado n'est plus un enfant et puis il se rapproche petit à petit de sa forme adulte. Même si on sait globalement un peu ce que ça va être l'adolescence, on peut avoir certaines représentations, mais pour le parent, ces changements viennent de manière parfois abrupte, hein, on l'a vu, il ne les anticipe pas, et puis le parent, il ne se réjouit pas forcément de ces changements. Il va vivre un certain nombre d'émotions à l'intérieur, par exemple une tristesse, une frustration, justement, ou une irritation, et puis que ça va transformer le parent de l'intérieur. Donc il y a comme deux êtres en transformation, mais de manière très différente. L'ado, lui, il se transforme physiquement. C'est des changements physiques qui sont inévitables, visibles. Du coup, ouais. Il ne peut pas faire autrement, hein, il change physiquement. Tandis que le parent, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, il va y avoir cette transformation puisqu'il a besoin de s'ajuster en fait à son ado. Et donc parfois les ados disent « Ah mais vous pensez comme des vieux, on se croirait au Moyen-Âge quand on vous parle ». Ils n'ont peut-être pas tout tort parce qu'en fait le parent, c'est vrai qu'il a 10 ans de plus, il a aussi changé. Peut-être qu'il est moins rapide, moins réactif, qu'il a moins 1001 idées dans sa tête. Et donc on oublie peut-être ça parce qu'on se centre beaucoup sur l'ado, sur les changements de l'ado, sur cette période de l'adolescence. Mais en réalité, le parent, il a vieilli aussi. Hein. Il a pris une dizaine d'années, il est différent. Et donc, pour l'ado, c'est aussi quelqu'un de différent qu'il a face à lui. L'enjeu, ce serait de ne pas avoir trop de préjugés sur la période, en fait, de laisser venir. La représentation que le parent a de la période de l'adolescence est quelque chose qui va avoir un impact. C'est-à-dire que le parent, en fonction de ce qu'il a vécu dans son enfance, comme adolescent, peut avoir des représentations de l'adolescence ou par rapport à ce qu'il a entendu, comme une période de crise, comme une période difficile. Il y aura beaucoup de conflits, de désaccords, qu'il y aura une distance qui s'établit avec son enfant. Ça ne fait pas très envie. Et c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, ce parent-là, et c'est quelque chose qui a pu être documenté, va percevoir, expérimenter effectivement l'adolescence comme quelque chose de plus difficile par rapport à un parent qui a d'autres anticipations, qui voit l'adolescence comme quelque chose de plus léger. De plus positif, en fait. De plus positif. Donc, c'est important pour le parent d'enfant qui a ces représentations-là, qui a ces préjugés, de pouvoir peut-être les flexibiliser ou les apaiser.
Être parent d'un adolescent, c'est donc un grand travail d'adaptation. Il faut faire face à un individu qui désormais a son mot à dire et qui transgresse parfois les règles pour prendre son indépendance. Une période charnière pendant laquelle les parents sont souvent pris pour cible. Mais derrière ce mouvement indispensable chez l'adolescent, il y a un autre travail d'autonomie, celui que le parent lui-même entreprend pour permettre à son enfant de grandir et par la même occasion redéfinir le lien qui les unit. Léonard a commencé à changer les 2 dernières années de primaire. Il avait envie de changer de cadre, de changer d'amis, de faire de nouvelles expériences. Et après est arrivé le cycle. Et là, moi, je raconte toujours que Léonard a changé entre le soir et le matin. J'avais un petit garçon qui est parti un matin en me regardant avec des yeux pleins d'amour. Et le soir, j'avais l'impression qu'il voulait plus salir les yeux en me regardant. C'est un coup dur pour cette maman qui élève seule son enfant. Léonard ne respecte plus les horaires, ses résultats scolaires chutent et la confiance de Lorraine s'effrite. Elle ne reconnaît plus son petit garçon devenu subitement grand. Les rapports sont devenus extrêmement tendus. Aussi extrêmement violent. Alors quand je dis violent, pas du tout dans les gestes, mais au niveau des sentiments, je pense que Léonard et moi, on a vécu la fin d'une histoire qui était très facile et très heureuse, et que là, on s'est retrouvés avec quelque chose qui était terminé, et on n'avait pas commencé la suite, et on n'arrivait plus à se parler. Ça a été un moment où je pense que Léonard était malheureux et moi je l'étais énormément parce que je vivais ça exactement comme la fin d'une histoire d'amour. C'est un moment difficile pour les parents quand ils se disent mais on était tellement proches, c'était un enfant tellement solaire et tout d'un coup il y a tout ceci qui se passe et je ne le reconnais plus. En fait, derrière cette tragédie, il y a une extraordinaire nouvelle qui est justement l'émanation d'un nouveau sujet qui dit « Je suis différent de toi ». Et maintenant, cette lune de miel est terminée. Je vais commencer à prendre ma destinée en charge. Mais Léonard prend des chemins de traverse. Lorraine découvre qu'il consomme du cannabis, en stock dans sa chambre, et sort parfois au beau milieu de la nuit retrouver des amis en ville. Il a alors à peine 14 ans. Et moi, j'ai très très clairement dit que tant qu'il y aurait de la drogue, il allait avoir une mère horrible. Parce que ça me faisait complètement flipper. Que je n'étais pas en mesure d'accepter sa consommation, que je n'étais pas en mesure d'accepter que c'est bon, je gère. Non, c'est pas bon et tu ne gères pas. Et que tant que ce produit serait sur la table, il n'aurait pas la maman qu'il veut. C'était au-dessus de mes forces. C'est aussi bon pour l'adolescent de voir que le parent est limité, qu'il a ses limites, qu'il peut être poussé dans ses retranchements, qu'il y ait des coups de gueule, parce que ça a justement cet effet rassurant de dire il y a un vis-à-vis, il est très bien délimité, il est là mon parent. Mettre des limites est un exercice plus compliqué pour le père de Léonard. Pierre-Emmanuel ne voit son fils que rarement et veut garder les meilleurs moments. Comme on est séparés et que je l'ai qu'un week-end sur 2, moi j'étais plutôt un papa gentil parce qu'on ne va pas se mettre en conflit avec un enfant qu'on voit peu, qu'on aimerait voir plus et qu'on ne voit pas. Donc on laisse passer un certain nombre de choses. Sauf qu'à un moment donné, ça ne marche plus. C'est-à-dire que passé un certain âge, lui il me l'a dit, et une fois je l'ai engueulé, il m'a dit « mais enfin tu m'engueules ». Donc il y avait vraiment une demande de sa part d'être davantage cadrant. L'appel de son fils est explicite. Pierre-Emmanuel en prend conscience, essaye de poser des limites, mais un soir, ça dérape et il s'emporte. Donc c'est mon week-end, j'arrive chez sa maman, il n'est pas là, il a une soirée, il refuse de revenir. Ça, il n'est pas là. Et c'est vrai que l'ayant qu'un week-end sur 2, c'est des week-ends importants pour moi. Il n'est pas là, j'appelle la police appelle Léonard, je l'attends en bas de l'immeuble, j'attends un certain temps,
Il finit par arriver, un peu la gueule enfarinée, un peu je veux pas être là, je veux pas rentrer avec toi. Je lui mets une gifle, sauf que lui fait 1m85, il me rentre dedans. Moi, je le tiens à l'écart, je le tiens par le cou, puis à un moment donné, il s'évanouit. Il ne s'attendait pas, je pense, à ma violence à moi, et pas non plus à sa violence à lui. Il se réveille, il se lève d'un coup et il part. En fait, il a été extrêmement traumatisé par l'événement. Peut-être autant que moi, d'ailleurs. Et le lendemain, on se sent comment On a mal partout, on a mal au dos, on est fatigué, ça vient tomber, ça vient taper là où ça fait mal, hein, c'est-à-dire sur ses fondements, sur son ancrage. C'est très déstabilisant. Très déstabilisant, ouais. Et c'est même le détonateur. Lorraine, Pierre-Emmanuel et Léonard n'en peuvent plus. Il faut faire quelque chose, sortir de la crise. Mais ils n'y arriveront pas seuls et décident ensemble de se faire aider. La proposition que j'avais faite à Lorraine de laisser tomber les prises d'urine, ça a eu quel effet pour vous, ça? Quand j'avais les tests, je dirais que c'était plus une contrainte. Je dirais plus, je peux pas fumer. Alors que là, c'est plus choisi en soi. En soi, si j'ai envie de fumer, je peux fumer, mais je le fais pas. Donc le vendredi, je suis fier de moi, en fait. Donc ouais, donc c'est beaucoup mieux. C'est plus que vous le portez. Valorisant, en fait. valorisant, voilà, c'est ça. Ouais. Mais pour Lorraine, redonner sa confiance à Léonard n'est pas si facile. Ça reste très très difficile. Je sais que je le laisse en roue libre. Je sais que c'est dangereux. C'est quelque chose qu'il doit apprendre à gérer, mais pour moi, ça reste la pierre d'achoppement et anxiogène, clairement. L'ado fait beaucoup travailler le parent. Je pense que l'ado fait plus travailler le parent que le parent ne fait travailler l'ado. Il se saisit de sa vie alors que l'adulte a à se dessaisir d'une vie. Et ce travail de recul est un travail secret, minutieux, de retrait, qui vient toucher le parent dans l'impuissance. Et ça, c'est beaucoup plus difficile comme mouvement interne. Non, on dit pétard. Ça, c'est 7 minutes chaque matin. Ah, mais tu sais que Comment vous pouvez décrire votre relation aujourd'hui avec Léonard? Elle est apaisée, elle est plutôt sereine. Quand on se voit, il y a un bonheur de se voir. Moi, je lui fous la paix. Voilà, j'ai mis un cadre à la maison à respecter. Il le suit, plus ou moins. L'enjeu reste la consommation de cannabis de son fils le week-end. Et Pierre-Emmanuel ne veut plus se battre. Moi, j'ai appelé Léonard régulièrement. Enfin, sauf cette semaine, là où c'est toi qui m'as appelé d'ailleurs. Je ne peux pas l'interdire de fumer les joints. Simplement, je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas être derrière ton dos. Simplement, tu fais ce que tu veux, mais pas devant moi. Parce que moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que tu te fasses du mal devant moi. Léonard a donné du fil à retordre à ses parents. Un processus loin d'être terminé, mais qui les a déjà fait beaucoup grandir. On s'appelle pas, parce qu'on se calme. On se voit samedi, de toute façon. Voir Léonard grandir, dans un premier temps, c'est prendre un coup de vieux et prendre beaucoup de coups. Maintenant, c'est une seconde jeunesse. Il faut se remettre en question. Sans arrêt, il faut être capable d'écouter l'autre, alors que nous, plus personne nous écoute depuis belle lurette. Et nous, en tant que parents divorcés, qui avons eu beaucoup de mal à fonctionner quand Léonard était plus jeune, on met notre point d'honneur à fonctionner le mieux ensemble, parce que Léonard a encore très besoin de ce cadre. Résumé des conseils du psychologue, pour Léonard, prendre ses responsabilités, et pour Lorraine, laisser plus d'espace à son fils pour qu'il déploie ses ailes. Mais attendez, ne partez pas si vite. Arriverez-vous à appliquer les conseils du psy? Voici un défi au premier abord anodin, mais révélateur. Réaliser des éclairs au chocolat. Léonard, votre rôle, responsable des opérations. Lorraine, observatrice des travaux finis. En retrait donc, c'est la consigne. Et on ne se chamaille pas. Durée du défi, 1 heure. C'est parti. On le fait à 2. Ok. Bon, division des tâches, on fait tout en même temps. Attends, je vais faire les trucs les plus faciles, c'est moi qui aussi. Il faut que tu préchauffes le four. Alors,
Tu peux me prendre de l'eau aussi, s'il te plaît? Mais enfin, Léonard, c'est debout qu'on cuisine. On n'est pas lancé là. Eau, lait, sucre. Tu as mis le sel? Non, j'ai pas mis le sel. Et Lorraine, vous étiez censée regarder votre fils travailler, et pas l'inverse. Le sel, punaise, heureusement que ça va fondre. Hein. C'est pas dégueu ce que je fais. Bon, moi, normalement, je devais dire oui, très bien, oui, pas très bien. Ok, plus j'ai fait une vite, tâche. plus à gauche, plus à droite. Et voilà, Léonard qui se tâche. Je rêve. Bon, fais un truc, j'ai le bras qui cuit sur le chaud, j'ai mon truc qui glougloute. Allez, l'eau. Maman, ça va tâcher après. On ne vous l'avait pas déjà dit, un ado a parfois tendance à se regarder un peu trop le nombril. Ça va, maman? Ouais, c'est juste que là, je me dis, j'en ai pour la nuit. Hein. Putain, ça passe, arrête. Moi, en fait, je me disais, pourquoi ne pas en faire un peu, tu vois? Non, faut pas faire des trucs funky. Mais si, genre ça fait un peu des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel? Puis un spermatozoïde. Je voulais pas le dire. Non, on fait une galette, Une galette? Mais on voulait des éclairs au chocolat. Oh là 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 là. Non, mais ça va s'étaler, aller sur l'autre, ça va être tout collé. Mais non, ça va gonfler. J'espère. Tadam! Ça a dû gonfler, hein, maman. Je pense qu'on a oublié un truc, c'est pas possible. Non, à part ça, goûte un peu, ferme les yeux, oublie la consistance. Enfin, non, pense pas visuellement. C'est dégueu. Ah non, c'est dégueu, c'est écœurant. Lorraine, vous étiez inspectrice des travaux finis. Alors, résultat? C'est un échec. Et oui, il y a encore un peu de travail. Pas d'éclair au chocolat pour cette fois, mais pas d'éclair entre vous non plus. Bravo. Léonard et Lorraine, vous formez une très jolie équipe. Ah, maman. Toujours. Facile, la communication avec les adolescents? Pas vraiment. Surtout que les parents brillent souvent par leur maladresse. Nous avons invité 5 mamans à participer à une expérience. L'idée, les confronter à leur façon de s'exprimer. Avec le conseil d'une psychologue, nous avons sélectionné une vingtaine de phrases types. Wow, c'est pas l'hôtel ici! Je suis pas ta bonne. Lâche ton téléphone. Tu t'y prends toujours à la der. Range ta chambre. Je t'aime. Merci d'avoir mis la table. Nous serons toujours là pour toi. Range ta chambre. Nos 5 mamans devront classer 10 phrases de leur choix selon leur fréquence d'utilisation. Souvent, parfois, jamais. Je suis pas ta bonne. Range ta chambre. Merci d'avoir mis la table. Vous avez le temps, allez-y, choisissez 10 phrases. Alors, celle-ci. Premier constat, toutes ces phrases sont familières à notre panel de mamans. Elles sont toutes assez justes. Ça me parle. Ouais. Ça m'a pas mal rassurée parce qu'il y a des phrases où je me disais mais c'est que moi qui dis, donc le fait qu'elle soit là, ça m'a rassurée en me disant mais je suis peut-être pas la seule à dire ce genre de choses. Deuxième constat, ces mamans semblent avoir compris que pour obtenir des choses d'un ado, il faut parfois savoir ruser. Il y aurait donc une technique. Quand je leur dis range ta chambre, ça a peu d'impact. Par contre, si je lui dis j'ai vraiment besoin que tu m'aides à ranger ta chambre parce qu'après je veux passer l'aspirateur et panosser, ils comprennent le sens un peu plus que si je lui dis simplement range ta chambre. Et puis quand vous dites range ta chambre, vous le dites sur quel ton? Alors d'abord c'est gentil, range ta chambre s'il te plaît. Après ça devient range ta chambre. Après c'est range ta chambre. Voilà. Les phrases positives, au fond, c'est l'idée de, plutôt que de faire des reproches à ses enfants, l'idée c'est de les accompagner, de les valoriser dans ce qu'ils font de bon, et puis d'apprendre à faire des demandes plutôt que de faire des reproches. Tu es beau, belle. La communication positive, évidemment, sauf qu'en pratique, ce n'est pas toujours facile. Il faut trouver le bon moment pour discuter, et parfois, ça ne marche tout simplement pas. Tu t'y prends toujours à la der. Quand je parle d'annoncer une sortie qui ne va pas être autorisée, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je l'ai fait alors qu'on était en train de terminer des devoirs. Je l'ai dit pas entre la poêle et le fromage, mais entre l'anglais et les maths. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là, c'était juste pas du tout le bon moment, ce qui fait que tout est parti un peu n'importe comment. J'ai l'impression d'être des fois vraiment une matrone, quoi. Tu ranges ta chambre, tu lâches ton écran, tu nous aides à faire ci, tu nous aides à faire ça, puis...
Voilà, je trouve que c'est pas ça qui est le plus rigolo dans notre échange, disons en tout cas. Nous sommes formatés plutôt à voir ce qui ne va pas. Toujours cette idée que quand on aura amélioré tout ce qui ne va pas, alors ça ira. Le problème, c'est qu'il y aura toujours un truc qui ne va pas. Donc si on attend que tout soit réglé pour pouvoir dire à son ado « bravo pour ce que tu fais », ça ne viendra jamais. Donc on a besoin de sortir de cette vision-là, c'est-à-dire je valorise des choses qui sont considérées comme normales. Bravo pour ta chambre qui est rangée, bravo pour ce cadre, bravo d'avoir mis la table ou débarrassé le lave-vaisselle, même si encore une fois ça paraît normal. Quand on met en avant ce qui est réussi, on donne envie à l'adolescent de continuer dans la réussite. Donc on donne plus d'énergie de ce côté-là. Valoriser son ado tout en mettant un cadre et des règles. Exemple d'application plus ou moins heureuse relevée par notre panel de maman, le téléphone portable. Lâche ton téléphone. Toujours. Ouais. Je m'en doutais un peu, celle-là. Bon, très souvent. Alors le téléphone, c'est vraiment pour moi, c'est compliqué. J'essaye de mettre des règles le soir, mais après il y a les autres qui peuvent l'utiliser plus longtemps, etc. Donc ça, c'est vraiment ma bataille de tous les jours. Si j'ai de l'énergie je peux être plus rigoureuse, mais il y a des jours, si c'est le soir, je suis fatiguée, ou si j'ai beaucoup de travail, des fois, je me dis, c'est plus facile de ne pas le faire. Au fond, la question, c'est pourquoi à 20h, elle pose le téléphone ? Pourquoi c'est 20h ? Pourquoi c'est pas 19h30 ? Pourquoi c'est pas 20h30 ? Pourquoi est-ce qu'elle pose le téléphone ? Qu'est-ce qu'il y a d'important ? Et en fait, si vous, parent, ou si le parent, il est absolument convaincu que 20h, c'est la bonne chose pour X ou Y raison, parce que c'est des choses qu'il a réfléchies, alors le 20h, il va le tenir. L'autre question, c'est qu'est-ce que l'adulte lui fait ? C'est-à-dire combien de temps il passe sur les écrans ? Est-ce qu'il est tout le temps collé sur son smartphone ? Est-ce que, je sais pas, moi, les parents ont leur smartphone sur la table quand ils mangent le soir ? À un moment donné, on a besoin aussi de créer cette modélisation. C'est-à-dire, je montre l'exemple et les règles que je pose à mon adolescent valent pour moi. Et on va mettre des petites pastilles vertes ou oranges selon si la phrase est positive ou si elle est plutôt négative. Alors, merci d'avoir mis la table. C'est plutôt positif, si on peut. Je suis pas ta bonne, c'est de l'orange. En conclusion, laissez tomber les invectives, car elles ont toutes les chances de rester lettres mortes. Privilégiez la discussion encore et encore. Et n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez, vos ados. Sur ce point-là, toutes les mamans testées sont des expertes. Je suis fière de toi, très fière même, donc c'est plutôt positif. Et puis, je t'aime. C'est beau ça, non ? Ça, c'est positif. Et le « je t'aime » ? C'est important, c'est nos enfants, notre mari, la famille, c'est ce qu'on a de plus précieux sur la planète. Donc, il faut vraiment en prendre soin et se dire des mots valorisants et des mots d'amour. Ouais. Et ça n'empêche pas que je gueule. Et que je les envoie péter quand ils m'agacent vraiment. Mais je les aime quand même. Joël Darwish, alors on vient de voir qu'il faut savoir communiquer avec son ado, le complimenter, le motiver, éviter de trop le réprimander. C'est délicat comme relation. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, il y a beaucoup de pression sur les parents. Être un bon parent d'adolescent. Ce concept-là d'être un bon parent s'est répandu énormément dans la société et que c'en est devenu une norme, et une norme que les parents ont internalisée. Et donc, ça devient difficile de justement répondre à cette norme-là pour le parent. Et une des raisons pour cette situation-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a en Suisse, par exemple, plus de 40% de divorces. Et donc, dans beaucoup de familles, beaucoup de couples se séparent. Et c'est clair que le mariage, qui était en fait le socle de la famille avant, maintenant c'est beaucoup plus l'enfant qui est au centre de la famille, qui est le socle de la famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'importance, il a une position centrale, et donc le lien à l'enfant aussi est très important. Avec cette pression, j'imagine qu'ils sont à la recherche de beaucoup de conseils, ces parents, non ?
Oui, et là, de nouveau, je pense que les conseils, c'est quelque chose de très important parce qu'on a besoin, comme parents, de ces conseils. Mais en même temps, il y a un risque avec les conseils, c'est-à-dire que si la norme, c'est d'être un bon parent et que j'arrive pas à suivre le conseil qui m'est donné, alors je vais culpabiliser encore plus. Je vais me dire, mais bon sang, je sais ce qu'il faudrait dire, je sais ce qu'il faudrait faire, mais j'y arrive pas. Le parent, même en théorie, sait ce qu'il pourrait dire, ce qu'il pourrait faire, mais dans la réalité de l'interaction avec son ado, les émotions, elles sont là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de colère, il peut y avoir de l'impuissance, il peut y avoir de la frustration. Et donc, soit il arrive à se réguler émotionnellement, à respirer, à reprendre son souffle et puis à appliquer le bon conseil, soit l'explosion, elle a lieu, et puis c'est comme ça, c'est pas grave. Si une explosion a lieu, ce qui va être important, c'est ensuite de pouvoir peut-être réparer ce qui s'est passé et expliquer à l'adolescent que, il y a eu ces émotions, le parent a telle limite, et que l'adolescent puisse entendre et comprendre, en fait, pourquoi il y a eu une telle explosion. Il arrive parfois que malgré tous les efforts de communication, la relation se détériore, que l'incompréhension entre parents et ados arrive à son comble, des moments de déchirure qui affectent le lien de filiation. Nous sommes allés à la rencontre de parents qui vivent en ce moment même une grande détresse. Face à l'impuissance qu'ils ressentent et pour protéger leur fille mineure, ils ont préféré nous livrer leur témoignage à visage couvert. Nous sommes le 28 août 2018. Il est 16h, ma fille n'est pas là. Je commence à m'inquiéter parce que je l'attends pour l'amener à son cours d'équitation. À 17h, toujours pas là, 17h30, toujours pas là. Je rentre du travail, c'est 18h. Ma femme m'apprend que notre fille n'est pas rentrée. Je suis en souci. Parce que c'est pas dans son habitude de faire ce genre de choses. À 19h, notre fille n'est toujours pas rentrée. Donc là, on descend au poste de police pour faire un avis de disparition. On a fait toutes les rues, tous les bars, toutes les discothèques. On l'a cherché toute la nuit, sans succès, jusqu'à 6h du matin. Et le matin, je dois partir au travail, ma femme aussi. C'est très dur, très dur, ce stress. Et cette incompréhension. Pourquoi, où elle est. C'était le début d'un long cauchemar, finalement. Ma fille, elle a fait sa première fugue et elle nous a promis que ça ne se passerait plus. Et puis finalement, c'était tous les week-ends, elle fuguait. Après, c'est venu des semaines complètes. Après, 15 jours entiers. Ça fait combien de fugues depuis plus d'une année? On est à plus de 150. Si je compte encore cette semaine, voilà. 150 et 3 petits points. Elle a quel âge, votre fille? 16 ans et demi. Voilà. Aujourd'hui, vous m'avez expliqué qu'elle n'est pas là. Depuis samedi, on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas du tout où elle est, et puis on ne sait pas pourquoi, de nouveau, comme souvent. Il y a de la colère. Je suis fâchée contre elle. Après, on est angoissé parce que plein de choses passent par la tête. Ensuite, on a de la tristesse. Même la nuit, on doit se lever tellement on a l'impression qu'on s'étouffe. Comme là maintenant, je me dis, j'espère pas qu'elle est morte. Vous voyez, on pense jusqu'à la mort en fait. On se sent, vraiment triste aussi de cette situation. On se rend compte que même la police ne peut rien faire. Ils la retrouvent, elle repart. Nous, si on la retrouve, elle repart aussi. Donc ouais, on est vraiment démunis.
Quand elle revient, tout d'abord, elle est très agressive. Bon, maintenant, on a compris un petit peu son mode de fonctionnement. On la laisse et après, on discute. Et puis, bien sûr, on tend bien l'oreille parce que elle raconte tout dans les détails, ce qu'elle fait et ses copines aussi. Donc, ils boivent. Alors, c'est ça qui est étonnant. Hein. J'étais saoule, j'ai bu, ou bien on a fumé du cannabis. On est allé dans un magasin, puis on a volé. Après, une de mes copines, elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Alors, nous, après, on se pose encore 1001 questions en entendant ça. On se dit, au bout d'un moment, il n'y a pas que les copines. Donc pourquoi elle serait différente? Si elle est avec, elle peut aussi faire les mêmes choses. Donc ça nous stresse encore davantage, en fait. En fait, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans cette histoire? C'est la drogue, qu'elle devienne prostituée. En fait, elle s'abîme, tout simplement. Parfois, vous vous dites, mais mince, il y a quelque chose qu'on a loupé quelque part. Alors non. Ça peut paraître gonflé, mais non. Alors vraiment, on a fait ce qu'on devait faire. Pour ça, on a notre conscience tranquille. Je dis pas qu'on est des parents parfaits, parce que peut-être il y a des petites choses qu'on devrait être un peu plus cool, mais par rapport aussi à notre éducation, au respect des choses, non, on a fait selon nos convictions, finalement. C'est difficile d'être parent? Oui, on se rend compte que oui. C'est quoi la chose que vous aimeriez le plus au monde? Que tout redevienne comme avant. Même que je ne vous cache pas que maintenant, il y a une part de nous qui est quand même cassée, mais c'est pas grave, on peut reconstruire. Mais aussi, plus vite elle arrête, on peut mieux rattraper. Mon souhait, ce serait qu'on retrouve notre fille et qu'on ait une vie de famille normale, aussi pour notre fils aussi. Vous l'aimez toujours? Oui, très. Ah oui, bien sûr. Joël Derwish, on voit que parfois les ados amènent leurs parents jusque dans leur dernier retranchement. On découvre ses propres limites dans ces cas-là, non? Ce qu'on vient de voir dans cette séquence, c'est quelque chose qui est très douloureux. On voit toute la détresse des parents. On imagine, même si on ne la voit pas, si on n'y a pas accès, la détresse de l'adolescente. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette séquence, c'est de voir leurs mains filmées, les mains des parents, parce que en voyant ces mains, je me disais, il y a toute l'impuissance des parents, toute la détresse, toute la souffrance qu'on peut sentir dans ces mains. Et puis en même temps, les parents sont là. Chaque fois que l'adolescente revient à la maison, les parents sont là. Ils sont là, encore et toujours. Et puis ces mains, c'est aussi des mains qui peuvent réconforter, qui peuvent accueillir, être là en fait pour elle. C'est vrai qu'il faut garder en tête que c'est des situations qui existent. Ça peut aussi être ça, d'être parent d'adolescents, mais c'est des situations qui sont rares. Et pour le parent, ça veut dire vivre avec, et sur le long terme, parfois vivre avec une grande détresse, vivre avec une grande souffrance. Vous l'avez un peu évoqué, mais c'est vrai qu'un enjeu aussi, c'est que c'est dur de tenir sur la longueur. Lorsque la communication est défaillante, c'est long. Quand c'est quelque chose qui est dans la durée, et c'est là que ça va être très important de chercher de l'aide. Et puis, on parle aujourd'hui de plus en plus de burn-out parental, c'est-à-dire ces situations où le parent, justement, s'il y a trop ce déséquilibre,
peut se retrouver. Et contrairement au burn-out professionnel, ce que les chercheurs ont montré, c'est que le burn-out professionnel, eh bien, on peut demander un arrêt médical, on peut changer de travail, on peut s'arrêter un moment, tandis que de son rôle de parent, on ne peut pas en sortir, on ne peut pas fuguer de son rôle de parent. Mais l'adolescent doit survivre dans un monde qui n'est pas celui du parent. Et donc, le parent, il a besoin de temps pour pouvoir accepter cette idée, pour pouvoir s'y faire, pour pouvoir grandir intérieurement, pour pouvoir s'ajuster. Parce que, oui, plus rien ne sera comme avant, en fait. L'ado a changé, il est différent, et le parent doit s'ajuster à cette différence. Simon, c'est l'aîné de mes 3 enfants, a choisi de faire une école d'horticulture. Donc il va y être en internat. Le jour de la rentrée, on part tous les deux. Plusieurs fois, je lui pose cette question, comment tu vas? Puis en fait, je devrais me la retourner, cette question. Parce que c'est moi qui vibre à l'intérieur de nervosité, d'angoisse, d'anxiété. Et puis de pas envie. J'ai pas envie de l'amener là-bas. C'est paradoxal, je suis très fière de lui. Je sais que ça va lui plaire, cet internat. C'est beaucoup de tristesse et puis un très grand sentiment de solitude. Et puis il y a presque quelque chose à me dire, mais je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer à la maison comme ça, il me manque un élément. J'étais bien sûr prête dans ma tête au fait qu'il aille à l'Hulier, qu'il avait pris sa décision, on a eu du temps. Mais le niveau émotionnel, ça, j'y avais pas pensé et à ça, j'étais pas prête. C'est vraiment une séparation de l'ordre de... c'est faire le deuil de la vie de famille à 5. Puis toi, demain, alors, c'est quoi que tu fais? J'ai une sortie en pépinière en France. Mais toute ton année ou que ta classe? Toute l'année. Désormais, Simon revient seulement les week-ends. Les liens entre les membres de la famille Berchi sont toujours très forts, mais les occasions pour se retrouver plus rares. Et quand ils se voient, les équilibres ne sont plus les mêmes. C'est toutes des petites choses du quotidien qui changent. C'est la façon de fonctionner dans la maison, la façon de communiquer entre nous, finalement la place de chaque enfant dans la famille. Et ça prend un certain nombre de semaines, je dirais de mois même, jusqu'à ce qu'on retrouve un équilibre qui soit plus fluide. Simon, Noé, on fait le téléphone avec Jaël. Après le départ de Simon, Anne et Patrick ont dû vivre une deuxième séparation. Leur fille cadette, Jaël, 16 ans, passe actuellement une année en Australie. Salut. Hello, comment tu vas? Quand elle nous a dit qu'elle voulait partir, moi je lui dis, ah mais très bien, tu vas 6 mois en Angleterre, puis 6 mois en Suisse allemande, comme ça tu peux revenir à la maison. Puis là, elle nous a dit, ah, absolument pas, moi je veux partir très loin et je veux pas rentrer. Et puis elle a ajouté, puis je veux pas que vous veniez. Puis là, on s'était dit, bon, on va laisser aller. Et puis effectivement, elle est très sûre de ça. On a réservé les billets d'avion. Toi, tu as réfléchi un peu si on pouvait venir aux environs de Pâques? J'ai pas envie que vous veniez mettre votre nez dans mes affaires d'ici. C'est ton année, c'est ça? Ouais. J'ai des enfants qui savent dire non. Et puis, pour moi, ça, c'est une très grande réussite. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de nous décevoir, ils n'ont pas peur qu'on soit fâchés. On peut être en colère, on peut être en désaccord avec eux, il y a des crises, bien évidemment. Mais ils ont confiance dans le lien d'amour qu'on a avec eux. Et puis ça, je suis très fière. Ouais. Alors, ciao mon grand, bonne semaine. C'est ce qui fait aussi qu'ils s'en vont. Et puis qu'ils vont voler de leurs propres ailes. Salut mon gars, prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi, merci. Ciao. Ciao. Allez, ciao. Bonne semaine. Bonne semaine à toi. Salut. Bon voyage, ciao. Merci, ciao. Ces départs-là, ils nous montrent que notre rôle va changer. Et puis, c'est une prise de conscience, je pense, en tant que parent. On dit toujours, on n'est pas préparé pour être parent, mais on n'est pas préparé pour être parent seul à la maison non plus. Ça amène au fait qu'on va finir par se retrouver à deux.
Je peux me réjouir aussi de ça, mais il y a un côté où ça fait flipper dans le sens, cette place de maman, elle change, elle évolue. Hier, on va marcher. Qui vient avec nous? Personne vient avec nous. On y va les deux. Et puis, on a passé une très bonne journée. Joël Darwish, quand le jeune part, après lui avoir consacré tellement d'énergie, on fait quoi en tant que parent? Tout d'abord, on peut se dire bravo, mission accomplie. Voilà une grande étape qui se réalise. C'est se rendre compte qu'être parent, en fait, c'est un peu étrange. C'est pendant plusieurs années s'investir énormément, ne pas compter son énergie, ne pas compter son temps. Et puis ensuite, plutôt justement lâcher prise, laisser de la place à l'autre pour qu'il puisse aller de l'avant dans sa vie. Donc c'est la transformation continue pour le parent, en réalité. Et puis, on voit dans cette séquence que les parents, la mère en particulier, a beaucoup d'émotions, qu'il y a des larmes dans ce moment-là. Mais peut-être que justement, réaliser à quel point ce rôle de parent va nous manquer montre à quel point on s'est attaché à ce rôle de parent, à quel point on a aimé ce rôle de parent autant qu'on a aimé ses enfants. Et donc, c'est très naturel, justement, d'avoir ces larmes. C'est quelque chose qui est très naturel. C'est peut-être aussi l'occasion de cette transition d'une réorganisation des relations, puisqu'en fait, le parent va pouvoir peut-être prendre un petit peu de temps pour lui, un peu plus de temps, prendre du temps pour les autres enfants dans la famille, peut-être pour les aînés, pour les amis. Et donc, c'est l'occasion justement de pouvoir prendre le temps qu'il faut. Comme on prépare un petit peu sa retraite, on prépare sa retraite de parents investis, actifs, pour pouvoir s'adapter à cette situation et puis réorganiser, un peu réaménager ses relations. Joël Darwish, merci. Merci. Voilà, Dans la tête d'eux, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à l'ensemble de mes collègues qui ont contribué à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée. Portez-vous bien.